Israël, au niveau militaire, au niveau armement, comment on peut les juger, les quantifier? Oui, alors, jusqu'à présent, ils n'ont pas eu des opposants bien difficiles à combattre. Et vous savez que il y a à peu près 8 mois, j'avais fait une vidéo sur ma petite chaîne YouTube Ouais. et qui portait le titre «Dans 6 mois, Tel Aviv ressemblera à Gaza». Eh ben, à 2 mois près, j'avais raison, puisque maintenant, on peut dire que Tel Aviv ressemble à Gaza. Alors, avec une nuance qui est très importante, c'est que Israël a, dès le départ, dès les années 60, quand ils ont produit la bombe, ils ont mené une politique intelligente vis-à-vis de la population civile. Parce qu'ils se sont dit, c'est bien d'avoir l'épée, mais il faudra avoir aussi un bouclier. Et donc, ils ont protégé, eux, à la différence de la France, ils ont protégé la population israélienne en Mais c'est Israël. efficace, ça? Très efficace. D'accord. La preuve, elle est là. Si vous voulez, vous avez des quantités à Tel Aviv, ils ne nous font pas voir les images, des quantités d'immeubles qui sont détruits par des missiles conventionnels, avec des charges conventionnelles. Mais ils sont carrément détruits. Il n'y a presque pas de blessés ou de morts en Comment on Israël. l'explique, ça? Parce que sous chaque immeuble, vous avez un abri NBC. Et un abri NBC, l'immeuble peut s'écrouler, les gens dedans sont en sécurité. Vous voyez? Et ça, c'est une politique intelligente. C'est la même politique qu'ont fait les Suisses, que j'ai donné en exemple à l'époque. Donc, à partir des années 60, et surtout à partir de 1980, on va dire à partir de 82, tous les immeubles qui sont construits en Israël et qui l'étaient déjà en Suisse bénéficient d'un abri pour toute la population de l'immeuble, un abri qui est capable de résister à une surpression de 1 atmosphère. Mais au niveau nombre de soldats, missiles, nombre de missiles, d'armes, etc., Voilà, ben là, vous à quel touchez. niveau ils sont? Voilà, ben si vous voulez, c'est ce que j'avais expliqué une fois, c'est que Israël, d'ailleurs, comme les États-Unis, ne sont pas capables de tenir la distance contre l'Iran. Parce que l'Iran a des petits moyens financiers, mais ils construisent eux-mêmes en grande partie leur matériel. Et donc la capacité de production des Iraniens, elle est très supérieure à celle des États-Unis. C'est-à-dire que en l'espace de 15 jours, les Américains vont vider leur stock. Tandis que les Iraniens, dans 3 mois, seront capables d'envoyer encore des missiles sur Israël. Et donc, on va voir tout ça dans une quinzaine de jours. Les autres seront au bout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que, à mon avis, ils vont aller sur le nucléaire en explosion à basse altitude, les Américains ou les Israéliens. À mon avis, c'est les Israéliens qui ont l'intention, parce que, si vous voulez, ils sont des gens qui sont intelligents, même s'ils sont machiavéliques, ils sont intelligents. Et donc, ils se disent, on n'a aucune chance de gagner contre l'Iran avec du matériel conventionnel. Mais il nous faut un prétexte pour utiliser l'arme nucléaire. Parce que déjà, alors vous avez des gens qui vont vous dire « Ah oui, mais c'est pas possible, ils peuvent pas utiliser l'arme nucléaire, ça serait... » Oui, très peu y croient, hein. Même ici sur ce plateau, Voilà, je vous ai fait venir, notre ami François Martin me dit non, non, je n'y crois pas, etc. Vous, vous y croyez dur comme fer. Ah mais bien entendu, parce que si vous voulez, comme je vous dis, ce sont des gens intelligents, ils savent qu'ils n'ont aucune chance de gagner avec du matériel conventionnel, surtout sur un territoire qui est grand comme l'Europe, hein. L'Iran, c'est quand même, si vous voulez, la surface de l'Espagne, la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, plus la Suisse et l'Autriche. Vous imaginez le territoire. Et donc, principalement des montagnes. Donc là-dessus, et on a l'abruti de Trump qui parle de mettre des troupes au sol. Mais alors là, ça serait le Vietnam multiplié par 4, si vous voulez. C'est impossible. Parce qu'en face, il y a, contrairement à ce qu'on nous raconte, il y a des gens qui aiment leur pays, qui aiment les institutions qui les dirigent et qui sont prêts à se battre. Et alors, la bêtise énorme, c'est d'avoir assassiné le guide suprême. Parce qu'alors là, ils ont galvanisé tout le monde contre eux. Vous voyez, ils font. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce sont des gens en principe intelligents et ils font des bêtises énormes. Alors, on va montrer une vidéo, on va la commenter en même temps. Allez-y.
Donc, oui. Là, Là c'est une vidéo que j'ai faite chez moi pour expliquer justement tous les tests que les Français qui nous ont complètement désinformés, tous nos hommes politiques et les journalistes, tout ça, nous racontent toujours qu'il s'agit d'essais nucléaires. C'est pas du tout des essais, ce sont de vraies explosions. Là, vous avez la liste, je donne pays par pays le nombre qui ont été d'explosions qui ont été procédées. Je crois de mémoire 1700 et quelques pour les États-Unis. La deuxième, c'était à l'époque l'URSS avec 780. Et en troisième position, la France. Nous, un petit pays, on a fait plus d'explosions nucléaires que n'importe quel autre. Alors on va, là j'explique tout ça, je donne le nombre, et puis sur un autre tableau, je vais donner les dates, le nom des explosions, et puis là je vois pas bien, mais peut-être voilà. Alors là ici sur ce tableau-là, vous avez la première explosion qui a eu lieu dans le sud du Sahara, avec son nom, je crois que c'était Gerboise Bleue, hein, le nom, je vois pas d'ici, mais de mémoire je vous dis ça. Et puis ensuite ils ont fait exploser Gerboise Blanche, et puis ensuite Gerboise Rouge. C'est que des gerboises. Voilà. Alors c'est bleu, alors ça faisait bleu, blanc, rouge, oui. D'accord. Alors c'est pas unique à la France, les Américains font pareil, ils font de l'humour avec le nucléaire. C'est dingue, hein. C'est très précis. Et alors dans le bas du tableau, vous avez la puissance. 2600 kilotonnes et 1200 kilotonnes, c'est énorme. Énorme, c'est 2 mégatonnes,6, voyez. Et donc, par rapport à Hiroshima, ça prend de quoi? Alors, Hiroshima, c'était 16 kilotonnes, et là, on est à 2600 kilotonnes. Ça a été pour Israël, vous voyez. Là, il n'y a pas de... Pour Israël? Oui, c'est... C'est-à-dire qu'on faisait on mettait les bombes les plus importantes, on testait les bombes les plus importantes pour Israël, parce que le reste, c'est 500, 200, oui, 127. Alors attention, il y a eu aussi des bombes très importantes pour la France, mais on procédait par série de 3. Voyez. D'accord. Et donc, on pouvait dire... D'ailleurs, j'ai le père d'un de mes anciens chefs d'atelier qui était à Mururoa et qui disait à son fils, eh bien, aujourd'hui, on a testé une bombe pour Israël. Et une autre fois, celle-ci, aujourd'hui, c'était pour la France. Voyez. Donc, c'était les gens qui pratiquaient les tests, les explosions réelles, étaient au courant de tout ça sur le terrain. Voilà. Mais c'est anecdotique, voilà. Alors, si les gens veulent voir sur ma chaîne, ils verront toutes les informations. Gérard Chevrier, YouTube. Voilà. Alors, il faut qu'ils cliquent sur le logo et ensuite sur vidéo. Et là, ils ont les 80 vidéos qui sont pleines d'informations qu'ils vont découvrir. J'ai fait un travail, vous le savez, très important. Passé beaucoup de temps là-dessus. Alors, si vous voulez, alors, les conséquences, dites-nous, voilà. Là, on a parlé des forces en présence, on a parlé de la situation israélienne, des situations du Golfe. Les conséquences économiques, parce que là, elles commencent à être désastreuses. J'ai vu qu'en Seine-et-Marne, et même du côté de Béziers, le diesel a dépassé les 2,40 € le litre. Voilà. Alors, vous faites bien de parler de ça, parce que en réalité, les gens, les Français en particulier, n'ont pas du tout conscience de la situation actuelle et de celle qui nous attend. Parce qu'actuellement, on parle d'augmentation de prix. Mais l'augmentation de prix, c'est tout à fait secondaire. Ce qu'il faut, c'est que les gens ne se rendent pas compte, c'est que dans quelques temps, il n'y en aura plus. Il n'y en aura pas. Il n'y aura plus de pétrole? Mais oui, parce que tout simplement, quand vous avez... il y en aura toujours. Mais quand vous avez 25% du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz et que le détroit d'Ormuz est fermé, bon, ça, c'est déjà un point. Alors, qui est-ce qui se sert? C'est tous ceux qui sont les plus puissants, tout ça, mais nous, les Allemands et les Français, on n'a pas le droit au chapitre. Donc, actuellement, on a on ne fait pas partie des plus puissants? Non. Qui c'est les plus puissants? La Chine, la Russie, la Russie et les États-Unis. C'est les trois, ils vont se partager, en fait. Et priorité. Et alors, c'est ça. Alors, les conséquences, c'est en deux niveaux, si vous voulez. Vous savez, je vais vous dire un truc. J'ai entendu ce matin quelqu'un nous parler de ça, justement, et nous dire, c'est pour ça que la voiture électrique, c'est l'avenir. Bon. C'est un peu vrai. C'est vrai pour vous? C'est un peu vrai. Moi, j'ai une voiture électrique et j'ai 2 voitures à essence. Mais oui. Mais vous avez quand même 2 voitures à essence? Oui, mais c'est des voitures anciennes que je garde en souvenir, si vous voulez. Mais elles marchent. Hein. Oui, mais vous ne faites pas Paris-Province, Province-Paris.
À l'électrique. À l'électrique. Non, non. Ah, voilà. Alors je l'ai Ah, fait, c'est ça. mais c'est la galère. Bah voilà, ah voilà, quand même, quand même. Mais par contre, pour utiliser tous les jours, je fais à peu près 200 km par jour, eh bien oui, j'utilise l'électrique. Et alors là, c'est formidable parce que l'électricité, on n'en manquera pas. Parce que les centrales nucléaires, on les arrêtera Oui, pas. mais en province peut-être, mais dans des grandes villes, là c'est plus pareil, parce que j'imagine la queue des voitures. Moi, j'ai ma borne chez moi, dans mon Ah garage. bah voilà, c'est ça. Et donc, ça me coûte 4 € pour faire 100 km, si vous voulez, D'accord. avec une grosse voiture, avec Alors- une voiture puissante. Mais on va... Mais dites-nous, voilà. Donc, Voilà. quand vous dites qu'il n'y en aura plus, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire qu'on va dépasser les 3 €, 4 € le litre Ce très sera, vite? ce sera même plus une question de prix, il n'y en aura plus. Je vais vous expliquer Allez, dites-nous. ce qui risque de se passer. Actuellement, les gardiens de la Révolution ont bloqué le détroit, et puis c'est pas les gesticulations de Trump qui vont changer quelque chose, parce qu'il veut faire accompagner les pétroliers par des bateaux militaires. Ben, ça fera des cibles de plus, parce que depuis la côte, si vous voulez, on nous parle souvent du détroit d'Ormuz, 36 km. Oui, c'est dans la partie la plus longue, mais en réalité, à un endroit, et à deux endroits, même il y a 20 km. Donc, C'est très peu. très peu. Hein. Là, on touche et on coule les bateaux. D'ailleurs, il y en a déjà dû couler. Pour l'instant, ça se limite au détroit d'Ormuz. Donc, mais le point qui risque d'arriver, et ça, je crois qu'Israël va pousser à cette extrémité, c'est si Israël ou les États-Unis commencent à détruire les installations de pétrole en Iran, les Iraniens vont détruire les installations de pétrole en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, en Arabie, aux Émirats arabes unis, etc. Et alors là, c'est quelque chose que je connais. Je peux vous dire que c'est pas pour 6 mois. Pour réparer tout ça, c'est Combien de temps? 3 à 4 ans de 3 travaux. 4 ans. Mais oui, c'est énorme. Vous voyez, parce que c'est beaucoup plus compliqué de réparer quelque chose que de faire une nouvelle. Peut-être, des fois, ils vont décider, on répare pas ça, on va construire une nouvelle, un nouveau centre, là. Et la construction, c'est combien? Ça va être sûrement 2 à 3 ans. Donc, pendant ce temps-là, c'est fini. Il n'y a Donc plus rien. Ils peuvent pas, du coup, extraire de pétrole. Non. Parce que, si vous voulez, il y a plusieurs étapes. On extrait, ensuite on va dans des cuves de séparation pour séparer l'eau, le gaz et le pétrole. Alors l'eau étant plus lourde, elle descend dans le fond de la cuve, le gaz monte en haut, et puis ensuite on prend le pétrole. Donc j'en connais un ici qui va devoir prendre une carte Navigo. Hein. Il n'aura plus peur, il ne pourra plus venir en bagnole ici au studio. Donc, ce qu'il y a de terrible, moi je regarde tout ça et je regarde comment les Français vivent, mais ils sont complètement à côté des réalités. Mais justement, dites-leur à ces Français qui nous regardent, concrètement, dans leur vie quotidienne, qu'est-ce qu'ils subiront? Là, on va se retrouver pour de bon dans ce que le président a dit, nous sommes en guerre. Et là, pour l'instant, c'était de la blague, mais oui, quand on va être en guerre, ça va être comme à l'époque, entre 1940 et 1944. Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ça sera vous nous dites en gros que la France va in fine déclarer la guerre à l'Iran? Non, pas du tout, c'est pas ça que je dis. C'est quoi alors? C'est que au niveau de l'approvisionnement, ça va être dramatique. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous irez à la pompe, vous n'y aurez pas le droit, puisque ce sera limité aux pompiers. Rationnement. Ce sera les pompiers, les médecins, les gendarmes, etc. Et puis les transporteurs. Et puis ensuite, quand il n'y en aura pratiquement plus, les transporteurs n'auront pas accès au gasoil, et à ce moment-là, vous irez au supermarché, mais il n'y a rien qui arrive, comprenez? Donc on risque de se retrouver dans quelques temps, non pas nous faisant la guerre avec l'Iran, mais avec les conséquences de la guerre qui vont être quelque chose de terrible. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelque temps en disant aux personnes, faites un petit stock de gasoil, faites un petit stock de marchandises pour éviter quand il va y avoir la panique. Mais indépendamment de l'essence, du diesel, dont les prix vont exploser, est-ce qu'il y a d'autres conséquences? Parce que le pétrole, c'est aussi les matières plastiques, c'est tout ça. Vous avez absolument raison. C'est ça le point. Alors je vais vous dire, ça va être des conséquences en chaîne énormes.
Bon, moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours travaillé dans mon entreprise avec beaucoup de stocks, parce que je n'ai pas ce truc du système, vous savez, les flux tendus et tout ça. Donc, j'avais prévu, il y a plusieurs mois, que ça allait arriver, et donc inutile de vous dire que nous, on a du stock et qu'on peut produire pendant des mois sans rien recevoir. Mais au niveau stratégique, vous voyez, par exemple, j'ai des concurrents qui actuellement, eux, ont 3 semaines de stock. Moi, je livre, je sais que dans 3 semaines, ils ne pourront plus livrer. Moi, je pourrais livrer. Mais à ce moment-là, c'est paiement avant expédition. Parce qu'il y a tellement de sociétés qui vont faire faillite. Vous comprenez? Que si vous n'êtes pas payé, vous avez livré, mais vous ne serez pas payé dans 3 mois. Pour vous, l'économie française va se casser la gueule, quoi. Ah, ça va être... Il y a un risque, je ne dis pas que c'est sûr, mais il y a un risque énorme avec ce qui se profile actuellement. Ce sera l'excuse de M. Macron de dire « Ah ben, vous êtes tous en faillite, c'est pas ma faute, hein, c'est l'Iran. Hein. » Voilà. Il fera ça. C'est ça. Il fera ça. Hein. Exactement. Oui, c'est ça le pire. C'est ça. Alors, si vous voulez... Donc du coup, pour vous, voilà, c'est-à-dire que comme on a tous besoin d'énergie, l'économie c'est aussi de l'énergie, oui. Eh ben, on manquera de cette énergie. C'est-à-dire nos entreprises manqueront de cette énergie, pas que le particulier. Alors, à titre d'exemple, si vous voulez, ce que les gens imaginent mal, c'est que 1 décimètre cube d'acier, vous voyez, 1 décimètre cube, vous voyez ce que c'est? Ben, dans 1 décimètre cube d'acier, il y a 1 décimètre cube de pétrole. Ouais, pour obtenir du minerai jusqu'à l'acier, c'est ça. D'un autre côté, toutes les matières thermoplastiques, le polyéthylène, le polypropylène, tous les tissus, tout ça, à 80%, ce sont des fibres synthétiques. Tout ça, ça va manquer. Les films pour emballer la nourriture, tout. On va avoir des conséquences partout, mais pas tout de suite. Ça va prendre... À partir de quand, d'après vous? À partir de l'été? Oui, peut-être la fin de l'été, peut-être la fin de l'été, certainement. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une période inflationniste, en plus. Ah oui, mais alors, il est possible aussi que sur le plan militaire, les choses se débloquent. Hein, Est-ce que ça peut se débloquer, là? Alors, je vais vous dire un petit truc que les gens ne savent pas forcément. Il y en a beaucoup qui se sont fait des illusions avec Donald Trump. Moi, j'avais dit, ce type est une crapule. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et surtout, vous savez, les Russes ont un slogan qui dit que la malice, c'est l'intelligence des ignorants. C'est exactement son cas. C'est un type qui est ignorant de tout, il n'a aucune culture. Mais il est malin. Il est malin. Voilà. C'est un vulgaire, c'est quelqu'un qui n'a aucune valeur morale ni rien. Eh bien, je vais vous dire, entre 1964 et 1968, il a obtenu 4 reports d'incorporation dans l'armée américaine pour ne pas aller au Vietnam. Ensuite, il a été jugé par le système médical apte au service en 1966. Et en 1968, exactement en octobre 1968, il s'est fait réformer pour ne pas aller au Vietnam. Et c'est ce gars-là qui envoie des milliers de jeunes se faire tuer en Iran plutôt. Et donc, voilà un peu ce que les gens ignorent, c'est que ce type-là, c'est une crapule, il n'a aucune valeur morale, et donc, il peut envoyer. Si vous voulez, je ne sais pas si on a le temps de le faire. Moi, j'aimerais parler d'une histoire qui a été complètement cachée par les médias. Allez-y, racontez. Quelque chose qui est énorme. On va voir le dessous des cartes, si vous voulez. Alors, c'est une histoire qui a été passée sous silence pendant de nombreuses années. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est le bateau USS Liberty. Oui. Et donc, moi, je vais vous donner le dessous des cartes. Allez-y. Alors, on est dans les années 65, 66, et Israël
se prépare à une attaque, qu'il veut faire une guerre préventive contre la Jordanie, la Syrie et l'Égypte. À l'époque, Israël n'est pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, il y a des discussions dans les états-majors. Et le président de l'époque, c'est Johnson, qui est un sioniste 100%. Il voudrait aider Israël, mais il préfère, sur le plan politique, qu'on trouve quelque chose, un prétexte. Vous voyez, toujours ces gens-là agissent avec le prétexte pour pouvoir intervenir dans la guerre que Israël veut mener contre 3 pays. Vous voyez, ce petit État qui veut la prétention d'en bouffer 3. Voyez. Et donc, il y a des discussions dans les états-majors, dans les services secrets, la CIA, le Mossad, et ils décident de monter sur place une opération qu'on appelle en faux drapeau. Et donc, à cette époque, il y a un navire qui fait 120 mètres de long, c'est un ancien cargo qui portait du matériel et qui a été désaffecté et équipé pour écouter les conversations téléphoniques et surtout positionner tout un tas d'informations à partir, en étant à quelques dizaines de kilomètres d'un littoral. Et donc, ce bateau, c'est le USS Liberty, et on a formé des gens pour faire avec les systèmes d'écoute, tout ça. Il y a à bord 273 jeunes marins américains. Et les stratèges Mossad et CIA décident, le prétexte, il est là, sinon, si on n'arrive pas à prendre le dessus, eh bien, ce bateau, imaginons, serait coulé par l'Égypte, on va le positionner à côté de l'Égypte, et à ce moment-là, l'Égypte a coulé un bateau américain avec 273 personnes à bord, et tout naturellement, les États-Unis interviennent. Et donc, on ne prend pas de risque. On sait que si ça foire, eh bien, les États-Unis vont être là. Et donc, ça s'est passé comme ça. Ils ont suivi ce bateau qui est en Méditerranée, qui s'est positionné au large de l'Égypte. Et donc, les marins qui étaient à bord, je vais pas lire le truc, les comptes rendus, mais on le sait, on peut trouver des renseignements. Eh bien, il y en avait un, peut-être je pourrais retrouver ce qu'il déclarait. Alors, il est sur le pont, c'est un sous-lieutenant, il a son lieutenant à côté, et il voit passer d'abord un avion israélien juste au-dessus de ce bateau, USS Liberty, et l'avion est très très bas, il lui fait un signe de la main, il se voit, et le gars, c'est une reconnaissance. Et puis, pour bien être sûr qu'ils sont bien là au bon endroit. Et le gars raconte, mon lieutenant était juste à côté de moi, et un deuxième avion, sans aucune identification, passe et mitraille le pont. Et puis un troisième. Et j'étais percé, je pissais le sang de partout. Je regarde mon lieutenant, le sang coulait de partout. Le gars qui nous raconte ça, j'ai son nom là, je pourrais vous le donner, il va s'en sortir, va réussir, mais le lieutenant va mourir peut-être 1 heure après. Et donc, dans cette opération, non seulement l'aviation américaine, israélienne, je veux dire, a mitraillé ce bateau, mais ils ont prévu d'envoyer un navire avec une torpille. La torpille va arriver dans le USS Liberty, qui est un bateau de commerce, en quelque sorte, un 120 mètres de long. Et donc, c'est pas du tout un bateau de guerre, il n'est pas équipé pour se défendre, c'est juste pour écouter. Eh bien, la torpille va faire 25 morts dans les soutes. Et donc, il va y avoir quand même 35 morts, 34 assassinats, c'était prémédité, et 173 blessés. Et puis, entre-temps, Israël a réussi à prendre le dessus d'une façon incroyable auprès de l'Égypte avec son bombardement. Et donc, on n'a plus besoin de ce prétexte pour obtenir... L'engagement des Américains n'est plus nécessaire. Donc, ils vont laisser, il y a eu des discussions, ils vont laisser le bateau qui va
réussir à aller jusqu'à Malte, et à Malte, les marins américains vont être débarqués, soignés, etc. Ils vont en sauver pas mal, parce qu'il y a 173 blessés. Et ensuite, on va leur dire, ce qui s'est passé, vous n'en parlez à personne. Et donc, il y a eu... ces gens-là ont été menacés, bien sûr, non seulement pour leur carrière, mais pour leur vie. Et donc, c'est une affaire qui a été passée sous silence. On était le 8 juin 1967. Et donc, vous imaginez que le président Lyndon Ben Johnson a donné son aval, son accord, pour qu'on envoie à la mort 273 marins américains pour se faire tuer, pour avoir le prétexte pour pouvoir détruire l'armée égyptienne, pour sauver à l'époque Israël. Alors quand vous connaissez tout ça, vous vous dites, mais l'utilisation de l'arme nucléaire, mais c'est rien à côté de crimes aussi dégueulasses, aussi immoraux que ça. Vous voyez. Donc il faut s'attendre à tout avec ces gens-là, et très bientôt, on va voir jusqu'où ils peuvent aller. Et je voulais vous montrer un petit reportage que j'ai réalisé sur la façon dont les Français s'informent sur l'Iran. Et on va le commenter ensemble. Est-ce que pour savoir ce qui se passe en Iran, vous vous informez dans les grands médias type BFM? Oui, enfin je lis le journal ou regarde la télé de temps en temps. Mais... Dites-nous les chaînes, un peu les chaînes et la presse que vous lisez. Moi je suis un maniaque de la 2, point. Les radios que j'écoute France Inter, France Info... je pense qu'on est bien informé. Vous avez confiance dans ce qui se dit? Non, pas en tout, évidemment. C'est comme mais vous avez confiance assez, quand même, pour les regarder. Il y a certaines choses, j'y crois. Vous avez vu ce reportage de ces personnes oui. qui vous disent, voilà, je suis un maniaque de la 2, d'RTL, etc. Donc les Français ne sont pas informés en réalité de ce qui se passe en Iran. Ils baignent dans la désinformation, ils sont complètement manipulés et ils ne s'en rendent pas compte. C'est ça qui est terrible. Et alors, il faut dire que, en règle générale, les gens ne sont pas curieux. S'ils étaient un peu plus curieux, ils essaieraient d'avoir d'autres sources d'informations. Mais non, ils sont dans leur truc. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quelque part, j'ai 3 enfants, vous savez. Mon fils cadet me dit, mais papa, tu travailles, tu fais tout un tas de trucs, mais c'est pour des cons, tu comprends? Arrête de faire tout ça. Tu veux sauver des gens, mais ces gens-là n'en valent pas la peine. Alors, vous dites ça à votre fils? Oui, il me dit ça, mon fils de... Quel âge il a, votre fils? 40 ans. D'accord. Donc il vous dit, les gens là, c'est vrai parce que vous informez en tant que lanceur d'alerte quasiment. Absolument. Sur les risques du nucléaire, comment s'en protéger, enfin même si on ne pourra pas protéger tout le monde, oui. mais en protéger un maximum. Voilà. Et vous vous dites, vous m'avez rappelé d'ailleurs cette anecdote, vous avez envoyé un courrier à tous les maires de France. Oui. Et aucun ne vous a répondu. Ah non. Il y a quand même 36 000 maires. Alors j'ai envoyé à 30 000. Ah bon, allez, 30 000. Mais 30 000, ça m'a coûté de mon argent personnel. C'est fou, hein. 64 000 euros. Vous voyez, les timbres poste, l'impression, tout ça. Et donc là... Ils vous ont pas répondu. Non. Et alors en fait... les gens me disent, mais pourquoi vous vendez votre livre? Oui, ce livre-là qui contient des informations, vous le savez. Eh bien, tout simplement, pour rembourser cet argent qui appartient en fait à mes enfants, si on veut, eh bien, moi j'ai investi non seulement dans les courriers, mais aussi dans les médias, tout ça. Donc, actuellement, j'y étais de ma poche de 120 000 euros. Je me dis, non, je ne vais pas gagner de l'argent, mais je vais quand même récupérer cet argent. Ah oui. Alors, vous imaginez, vous investissez 120 000 euros parce que voilà, vous voulez faire le bien. Voilà. Et les maires de France, ils s'en foutent. Mais ils n'y croient pas. C'est pas, vous voyez, c'est ça. Mais là maintenant, ils doivent y croire. Parce que là maintenant, on n'est pas loin de ça. Alors ils n'y croiront que au moment que le jour où ça explosera, où l'arme nucléaire va être utilisée. Et à ce moment-là, ils vont se rendre compte. Mais alors on nous a menti. On nous a dit que c'était une arme de non-emploi, que c'était une arme de dissuasion, mais en réalité, ils l'utilisent. Alors s'ils l'utilisent, c'est qu'on nous a menti. Voilà ce qui Mais ça, il sera un peu trop tard, peut-être. Alors, parce que ça aussi, si vous voulez, ce qui est important, c'est que je pense qu'actuellement, nous sommes dans les premières marches de l'escalier qui va nous mener à la Troisième Guerre mondiale. Mais les choses ne vont pas se faire d'un coup et tout de suite, ça va se faire progressivement parce qu'il va y avoir l'implication
de la Chine dans la fourniture du matériel à l'Iran. Et puis ensuite, il va y avoir sûrement, comme je le prévois, l'utilisation de l'arme nucléaire par l'Israël au-dessus de certaines villes d'Iran. Parce que maintenant, Trump a donné, si vous voulez, là, il s'est dénudé. Il a dit les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est qu'ils veulent obtenir ce que personne ne disait jusqu'à présent. C'était un faux prétexte. C'était le fait qu'il n'y ait pas l'arme nucléaire. Mais l'arme nucléaire, c'est pas ça le vrai prétexte. Le vrai prétexte, c'est qu'ils veulent que le régime iranien se rende sans condition, abandonne tout, et non seulement ça, mais il veut nommer lui-même le futur président de la République islamique. Voilà. D'accord. Donc, on est dans un monde qu'on n'aurait même pas imaginé il y a 30 ans. Comment un président des États-Unis va dire que c'est moi qui vais nommer le président de la République islamique? Dernièrement, on a vu les mails, les millions de mails de l'affaire Epstein. Est-ce qu'il y a un lien peut-être avec ce qui se passe là actuellement? Oui, bien sûr qu'il y a un lien. Parce que, si vous voulez, j'en ai parlé dans une petite vidéo. Cet homme, ce Donald Trump, c'est vraiment un personnage inqualifiable. Il est affreux. Alors, je peux vous révéler un petit truc. Dans l'affaire Epstein, il y a une affaire... Vous dites Epstein, vous dites pas Epstein. Les Américains disent Epstein. Dites-le en français. Voilà, Epstein, oui, voilà. je suis d'accord. Mais si on veut partir des sources, Epstein. Mais je suis d'accord, Epstein, c'est beaucoup mieux, ça parle beau français. Eh bien, il y a quelque chose qui, moi, personnellement, m'a touché. C'est une affaire qui s'est passée en 1994. À l'époque, il avait eu une interview. Il était avec sa fille et il y a une journaliste qui lui dit « Qu'est-ce que vous pensez de votre fille ?» Vous voyez, elle avait 13 ans à l'époque. Et il dit « Elle est tellement mignonne que si c'était pas ma fille, je coucherais avec. » Ah bon? Ce qu'il a déclaré, là, c'est enregistré. D'accord, je ne sais pas. Ok. Par des journalistes, c'est enregistré. Okay. Et donc, bon, on peut penser que c'est une boutade. Vous voyez, c'est bizarre quand même. Quand même bizarre. Bon. C'est un peu bizarre. Hein. Eh bien, tenez-vous bien. À cette époque, il fréquente Epstein, c'est vraiment deux amis, deux copains. Il n'est pas encore... il ne prend pas le Lolita Express pour aller dans l'île, parce que c'est l'époque du grand appartement que Epstein a à New York. Et Epstein va lui présenter une jeune fille, 13 ans, qui est le portrait craché de sa propre fille. Et donc, elle s'appelle Kathy Johnson. Elle a 13 ans. Il l'emmène dans une chambre, le Donald Trump. Et donc, elle a un peu peur. Elle vient pour faire des photos. Vous savez, des photos, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de mannequinat. Ils présentent des robes, tout ça. Donc, les gosses pensent qu'ils vont faire une carrière, qu'ils vont gagner de l'argent en présentant des jeans, des trucs. Bon. Et elle est dans la chambre avec lui et elle lui dit qu'elle ne veut pas, qu'elle a peur et qu'elle est vierge. Elle a 13 ans. Et il lui dit mais tu sais, c'est pas grave. Elle lui dit oui, mais moi j'ai peur de tomber enceinte. Il dit c'est pas grave, si tu tombes enceinte, on peut te faire avorter, c'est pas un souci. Et donc, il va abuser d'elle. Elle a 13 ans. Et ensuite, ils vont lui faire peur, donc ces hommes qui sont autour de Trump à l'époque, il n'est pas bien sûr président en 1994, et elle a tellement la trouille qu'elle ne va même pas en parler à la police ou quoi que ce soit. Ça va durer des années. Et ensuite, quand cette affaire va commencer à apparaître sur la presse, eh bien là, elle va être parmi les jeunes filles qui ont été abusées, qui ont été... Alors, en plus, j'ai vu les photos, c'était vraiment une enfant, vous voyez, mentalement, moralement et physiquement. Et donc, comment ce personnage, vous voyez, en 1994, va abuser d'une gosse qui a 13 ans et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa fille, vous voyez. Eh bien, voilà, ça vous donne un peu, et c'est cet homme-là que l'EPAC a mis à la tête des États-Unis, vous voyez un peu. Alors évidemment que tout ça, c'est enregistré sur des vidéos
que le Mossad les possède, parce que... Et donc c'est pour ça que l'Amérique y va? Alors, non, c'est plus... D'ailleurs, à mon avis, quand Netanyahou est allé... Enfin, c'est pas seulement mon avis, c'est l'avis de Alistair Crooke et de d'autres qui sont un peu plus proches de ces gens-là. Alistair Crooke a expliqué que, en fait, quand Netanyahou va à Mar-a-Lago pour rencontrer Donald Trump, il lui dit « T'as pas le choix. Tu nous envoies ou sans ça tu disparais. » Et donc, ils ont franchi l'étape, non pas de le faire chanter, mais de le faire disparaître. Alors, donc il y va. Mais parce que, comme vous le voyez, je vous ai cité qu'il s'est fait réformer, donc c'est pas un courageux. Hein. C'est pas quelqu'un qui va aller... Il a... Et donc, je pense qu'il y a plusieurs choses. Ce qui est important, toujours pareil, il y a l'aspect des choses, et puis il y a ce qu'il y a dans le fond, derrière les choses. Les gens s'imaginent, ils croient l'histoire que les médias leur racontent, que Epstein, c'était un professeur de mathématiques qui était bon, et puis qui était repéré par un milliardaire, et donc ce milliardaire, qui était déjà très âgé, l'a pris pour donner des leçons à son fils, et puis ensuite lui a confié son portefeuille, vous voyez, un type qui a 65 ans, qui a l'expérience, l'autre il a 22 ans, et on lui confie un portefeuille de plusieurs milliards de dollars, et qui on va faire croire ça, et donc tout ce qu'il gagne, dans le fond, ça lui fait, en quelque sorte, il se met à son compte. Tout ça, c'est bidon. Epstein a été choisi dès le départ par le Mossad parce qu'il avait des qualités, il avait une qualité extraordinaire, c'est qu'il était capable de rentrer en contact avec des gens très haut placés par la sympathie, parce qu'il était très très sympathique, et donc de pouvoir, aussi il avait des goûts pervers, et d'entraîner des personnes dans des situations où ensuite elles étaient compromises. Voilà, c'était ça son truc. Et le Mossad, c'est le Mossad qui l'a fait devenir milliardaire. C'est pas son travail de truc, parce que ça, il procède comme les PAC. Si vous voulez, les PAC ne financent pas directement les campagnes des sénateurs ou des représentants. Ils disent, par exemple, à Boeing, ils disent à un laboratoire, vous lui mettez 10 millions de dollars dans sa campagne, et vous lui en mettez 16, et on va le faire passer. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, là, en l'occurrence, on a équipé les appartements qui étaient de Epstein, on lui a fourni les appartements, et il fallait donner du crédit, parce que ce type n'avait même pas son diplôme de professeur de mathématiques. Il était, soi-disant, dans une école comme professeur, il n'avait pas de diplôme. Alors, comment expliquer qu'un milliardaire américain va confier sa fortune à un gars qui est un rigolo, qui n'a même pas de diplôme? Tout simplement, c'est lui qui a continué à faire les placements, et puis qui a dit, ça c'est pour toi, etc. Donc le Mossad a piloté toute cette affaire. Ils ont misé sur quelqu'un, ils ont eu raison, puisqu'ils ont obtenu un gars d'une efficacité redoutable. Il a mouillé même ses supérieurs, Edmund Barak, qui venait là-bas avec le Lolita Express pour abuser de petites jeunes filles, vous voyez, à l'époque. Et donc, alors là, c'est une histoire sordide, mais ça a fonctionné. Et alors, il y a un journaliste, enfin tout du moins un écrivain qui a fait une enquête avec Epstein. Il a passé plus de 100 heures d'enregistrement. Il s'appelle Michael Wolff, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Avec Epstein, il voulait... Son bouquin n'a pas été publié. Il a eu tous les détails de tout ce qui s'est passé pendant 20 ans d'amitié avec Donald Trump. J'ai vu... Et donc Donald Trump est compromis. Bien sûr. Et plus que compromis. Bien sûr. Déjà avec cette petite fille de 13 ans. Voilà. Et plus. Et, oui, il y en a eu d'autres. Voilà.